Alors, bonjour les sixièmes, une petite vidéo très rapide pour reprendre le cours qu'on a vu sur la romanisation et sur la citoyenneté. Je voudrais insister sur la signification de la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen? Parce que c'est toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous serez plutôt des citoyens. Vous êtes amenés à devenir plus tard des citoyens. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? On va voir ça tout de suite. Donc on est parti de la romanisation. Donc, je rappelle que la romanisation, c'est un processus, c'est-à-dire quelque chose qui se fait sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, plusieurs siècles, quelque chose qui prend du temps et qui consiste à transformer tous les habitants de l'Empire romain en romains, en quelque sorte. C'est-à-dire, si on veut bien comprendre, passer du personnage de gauche, ici, au personnage de droite, là. Ça ne se fait pas d'un seul coup, ça prend du temps, et on a vu que ça se faisait par différentes façons, par la langue. Les populations de l'Empire romain apprennent le latin, par la religion, ils adoptent les dieux romains, par les noms, ils prennent des noms romains, par la culture, par les vêtements, par la façon de manger, par tout un tas de choses qui fait qu'ils se transforment petit à petit, ils changent, ils deviennent romains. Alors en Gaule, on les appelle des gallo-romains, parce que gallo, ça vient de gaulois, ça veut dire gaulois romain, mais au bout d'un certain temps, ils sont beaucoup plus romains que gaulois. Les Gaulois, la culture gauloise disparaît dans le même temps progressivement. Donc, regardez cette carte donc, de l'Empire romain. Il y a des populations très différentes dans cet empire, des Égyptiens, des Gaulois, des Judéens, etc. Et c'est la romanisation qui s'applique pour tout le monde, qui fait que l'Empire tient, l'Empire résiste. L'Empire peut durer 500 ans, comme on l'a vu dans la chronologie. L'Empire a duré 500 ans parce qu'il y a eu cette romanisation, sinon ça n'aurait pas tenu, chacun aurait fait sa vie de son côté avec sa propre culture et il n'y aurait pas eu d'unité. Or, l'Empire romain, il y a une unité. D'accord? Donc, le cours. Donc, je vous le mets sur l'espace collaboratif. Il faut, pour ceux qui ne l'ont pas copié encore, il faut le copier. Je vais vous le mettre. C'est le petit 3. Si vous avez écrit avant la partie citoyen et non citoyen, vous mettez ça en petit 4. Enfin, vous vous débrouillez, peu importe l'ordre en fait. On met ça avant ou on met ça après, c'est pas grave. Hein. L'important, c'est que vous ayez le cours. Donc, la romanisation, ça passe par les villes, qui sont construites sur le modèle romain, la langue, la religion, les noms, et la citoyenneté. Alors, c'est ça qui est un peu plus compliqué. On va en parler tout de suite après. Et je définis romanisation, transformation progressive des habitants de l'Empire romain en citoyens romains, avec la même culture, la même langue, la même religion et les mêmes droits. Voilà la définition de romanisation. Maintenant, donc, la citoyenneté. On avait vu ce document et on avait dit que, alors regardez bien les dates, avant 212 après Jésus-Christ. On est avant 212 après Jésus-Christ. Donc de moins 27, c'est-à-dire la date à laquelle commence l'Empire romain jusqu'à 212 après Jésus-Christ, donc pendant environ 230 ans, 240 ans, eh bien, les populations se divisent comme ceci. La population de l'Empire romain peut se partager en 5 parties, 5 tiroirs si vous voulez. D'abord les esclaves tout en bas qui n'ont aucun droit. Et je vous ai dit, un esclave, c'est une marchandise pour les Romains, comme pour les Grecs aussi d'ailleurs. C'est une marchandise qui se vend, qui s'achète, qui s'échange. Au départ, ce sont des prisonniers de guerre. Par exemple, une fois que les Gaulois ont été vaincus par les Romains, eh bien, une partie des soldats gaulois qui se sont battus contre les Romains, qui ont été capturés, eh bien, sont devenus esclaves, ont été vendus comme esclaves. Les esclaves peuvent être libérés. On dit alors qu'ils sont affranchis. Ça se passait très souvent, hein, l'esclave qui avait bien travaillé pour son maître pendant plusieurs années, au bout d'un moment, son maître lui disait, voilà, t'es affranchi, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Une fois qu'il est libre, il fait partie de cette grande catégorie de population, la troisième, qui est la grande majorité
des gens dans l'Empire romain, qui sont les hommes libres des provinces romaines. Et ces hommes libres, donc ils ne sont pas citoyens, mais ils ne sont pas esclaves non plus. Ils sont libres. C'est la plupart des gens, hein. C'est les commerçants, les artisans, c'est les agriculteurs, c'est presque toute la population de l'Empire. On les appelle les pérégrins. D'accord ? Et puis, au-dessus, vous avez encore deux catégories. Donc, deux tiroirs dans une grande catégorie qui est à part, qui sont les citoyens. Alors, il y a bien sûr l'empereur qui dirige l'Empire. Bon, ça, pas de problème. De toute façon, c'est simple, hein, c'est qu'une seule personne. L'empereur qui est empereur de père en fils et qui dirige l'Empire. Et puis, vous avez les hommes libres d'Italie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à Rome et dans toute l'Italie, les hommes qui ont fait leur service militaire ne sont pas que des pérégrins, sont plus que des pérégrins, ce sont des citoyens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en plus que les pérégrins ? C'est écrit ici, ils ont d'abord le droit de propriété. Ils peuvent posséder la terre, alors que les pérégrins ne pouvaient pas. Ils travaillaient pour le compte des autres, mais ils ne pouvaient pas avoir leur propre terre. Ils ont donc le droit de propriété, ils ont le droit de vote, ils peuvent voter. Alors on vote pas pour l'empereur, hein, mais on vote pour d'autres personnes, par exemple les sénateurs ou certains magistrats. Donc ils ont le droit de vote, ils peuvent voter, et ils ont le droit d'appel d'une décision de justice auprès du peuple romain, ce qui veut dire que s'ils sont jugés et qu'ils ne sont pas contents de la décision qu'a rendue le juge, ils peuvent, on appelle ça, faire appel, c'est-à-dire demander à être jugés à nouveau par un autre juge. Ça s'appelle le droit d'appel et c'est réservé donc aux citoyens. Donc vous comprenez que le citoyen, c'est pas seulement un homme libre, c'est un homme libre, bien sûr, mais c'est aussi un homme qui a certains droits. Et en plus des droits, attachés à ces droits, il y a également des devoirs. Exemple, faire le service militaire, servir dans l'armée pendant plusieurs années. Ça, c'est le devoir de tous les citoyens. Et alors bon, là, j'ai pas le schéma, mais qu'est-ce qui se passe après 212 ? Après 212, il y a un changement. Il y a un empereur qui s'appelle Caracalla, et cet empereur, décide que désormais, tous les pérégrins sont des citoyens. Ça veut dire qu'il n'y a plus des citoyens en Italie et des hommes libres partout ailleurs. Non, il n'y a plus qu'une seule catégorie, c'est la catégorie de citoyens. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Après 212, il y a les esclaves et les citoyens. L'esclave ayant été affranchi devient citoyen. Alors pourquoi à partir de 212 ? Parce que Caracalla avait estimé que le processus de romanisation était suffisamment avancé. Ça veut dire que les gens qui étaient auparavant des Gaulois, des Égyptiens, des Judéens, des Grecs, des Thraces, enfin toutes ces populations de l'Empire, étaient suffisamment proches par leur mode de vie, leur culture, etc., des Romains d'Italie, pour avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et par conséquent, après 212, donc, il n'y a plus que des citoyens et des esclaves. D'accord ? Si on veut être vraiment complet, les esclaves, première catégorie, les citoyens, deuxième catégorie, l'empereur, troisième catégorie. Il y a aussi la catégorie des femmes et des enfants. Chez les Romains comme chez les Grecs, les femmes ne sont pas citoyennes, elles ne peuvent pas être citoyennes. Elles ne font pas leur service militaire, elles ne votent pas, elles n'ont pas de droit de propriété, elles sont, contrairement à notre société actuelle, elles sont dans une situation d'infériorité par rapport aux hommes. Elles doivent obéir à leur mari, si elles n'ont pas de mari, à leur père, hein, tout ce que je vous ai dit. Donc, voilà, il fallait entourer ici, donc en rouge, ce qui est entouré, c'est les citoyens, en bleu, c'est les non-citoyens, et ça, c'est la correction de ce que je vous ai donné, et donc voilà le cours. Donc, je vous ai dit, soit vous mettez la romanisation avant, et vous mettez citoyens et non-citoyens en 4, soit vous mettez d'abord citoyens et non-citoyens, et vous mettez en 3, et vous mettez la romanisation en 4, peu importe, faites comme vous voulez, mais il faut avoir noté les deux cours, le cours sur la romanisation
enfin la partie sur la romanisation et cette partie-là. Donc, je le lis. Avant 212, les habitants de l'Empire romain n'ont pas tous les mêmes droits, voire schéma. Donc, le schéma, eh bien, c'est celui-là. D'accord? Ils n'ont pas tous les mêmes droits. Vous voyez ici. Et après 212, tous les habitants de l'Empire romain deviennent citoyens. Tous les habitants, sauf les femmes, les enfants et les esclaves. La citoyenneté. Donc, la citoyenneté, c'est le fait d'être citoyen, donc d'avoir des droits et des devoirs. La citoyenneté donnée à presque tous les hommes, c'est la fin du processus de romanisation. Comme tout le monde vit comme les Romains d'Italie, comme tout le monde a la même langue, a la même culture, etc., il n'y a plus de raison de faire des différences. D'accord? Donc la romanisation fait qu'au bout d'un moment, tout le monde est à égalité dans l'Empire romain. Tout le monde est traité comme les Romains d'Italie, c'est-à-dire l'origine de l'Empire romain. Donc je définis le citoyen, et c'est une définition qui est valable encore aujourd'hui. Je vous ai dit qu'à 18 ans, vous allez être citoyen ou citoyenne à partir de 18 ans. À partir de cet âge, eh bien, vous serez une personne libre, que vous ne devrez plus obéir à qui que ce soit. Vous serez libre, vous ferez vos choix, vous prendrez vos propres décisions. D'accord? Donc, une personne libre qui a des devoirs, exemple, payer des impôts. Avant, c'était les services militaires, aujourd'hui, c'est plus vraiment comme ça, mais il y a d'autres devoirs. Par exemple, payer des impôts, c'est un devoir. Vous êtes obligé, à partir du moment où vous êtes citoyen et que vous travaillez et que vous gagnez de l'argent d'une façon ou d'une autre, bien de payer des impôts. Mais vous avez avec ces devoirs des droits. Exemple, le plus important, celui que vous devez connaître, c'est le droit de vote. Aujourd'hui, le citoyen a le droit de vote, il peut voter, il peut donc élire le président de la République, mais aussi le maire de sa commune, mais aussi son député. Il y a tout ça, c'est ce qu'on appelle le droit de vote. Et le droit de vote est réservé aux citoyens. Donc voilà, je m'arrête là et je mets tous ces documents, donc les captures des deux cours sur l'espace collaboratif. Terminé.